il existe plus de 80 mobs sur Minecraft et je dois tous les tuer en moins de 100 jours, en commençant par le cheval. Et après l'avoir oblitéré à la main, le jour 1 du défi débute. Je suis apparu dans une plaine, le biome idéal pour bien commencer puisqu'il y a plus de 10 mobs passifs à tuer. Oh, le saumon, viens ici. Oh non, mais il va être trop compliqué à tuer, mais viens ici. Ok, let's go. Oh, il y a un noyer aussi. Ça va être le premier mob hostile, attention. Let's go. Je vais noter ça. Voilà, ça nous fait déjà 3 mobs de tuer. Et ouais, chaque mob tué va être répertorié dans un tableau de chasse en fonction de sa catégorie. Passif, neutre ou hostile. Ce qui va permettre de savoir quelle créature n'a pas été éliminée. C'est pas tout ça, mais moi j'ai toujours aucun item. Donc je pars récupérer des bûches de bois et de la pierre pour me faire les outils de base. Et par chance, juste en sortant, je tombe sur un biome fleur. L'un des plus rares du jeu où apparaissent seulement les abeilles. Oh, il y en a eu de là, ok, bon c'est parti. Je pensais que ça a one-shoté quoi. On peut se tailler assez rapidement. Ah bah elle me poursuit. Si j'ai si peur de tuer une abeille, c'est bien car une fois attaqué, toute la ruche peut me tomber dessus et me tuer. Mais bon, je suis Usain Bolt, donc je me taille pour aller tuer tous les autres mobs de la plaine, dont la vache, le cochon, mais aussi ce délicieux poulet et le mouton. J'en profite pour aller chercher du fer et du charbon pour me préparer à la première nuit. Pendant qu'elle tombe, je me rapproche d'une montagne enneigée, en tuant au passage un zombie, un creeper et... Y'a un âne, y'a un âne, y'a un âne. Et je parle pas de la cuisine asiatique, hein. Bon, c'est clairement pas la meilleure vanne de ma carrière, mais on est arrivé au sommet d'une pente enneigée, le seul biome où la chèvre peut apparaître en altitude. Et j'aperçois au loin un lac de lave qui me permet d'aller faire un portail pour me rendre dans le Nether. Ce qui est essentiel dans ce défi, vous allez comprendre pourquoi après. Oh, une chèvre, la goat. Regardez, c'est ma famille, la goat, c'est moi. Toi, désolé. Après avoir assassiné ma famille, ce que je savais pas, c'est que plus je me trouve haut sur la montagne, plus le fer est présent en abondance. C'est turbo broken. En moins de 3 minutes, je vais récolter près de 33 fers bruts et me faire agresser par ce clochard que j'annihile sans souci. Voilà, c'est ciao. Si vous avez fait attention, je suis pas allé dans le biome cerisier depuis tout à l'heure. Pourquoi? Bah, il est flopesque. Non, vraiment, il y a aucun mob qui apparaît. Malgré tout, j'aperçois au loin des citrouilles et je me dis qu'un village ne serait pas de refus. C'est clairement la structure la plus abusée du jeu, en tout cas en early game, car un village contient en général suffisamment de bottes de paille pour avoir 2 stacks de pain. Et adieu les problèmes de nourriture pour toute la run. Avant de partir à l'aube du jour 2, je me fais un petit full fer des familles, j'améliore mes outils et je pars rejoindre les citrouilles. Alors, on va voir si la théorie des citrouilles est vraie. Oh, what? Ok, il y a un village. Non, ça me déplaît pas. Alors, théorie ou pas, je suis bien tombé sur un village. Je m'empresse de récupérer un lit ainsi que les fameuses bottes de foin. Mais pas que, puisque le golem de fer et les villageois sont les 2 mobs exclusifs du village. Donc je décide de tuer le villageois en premier et je construis un pilier pour pouvoir sereinement m'occuper du golem. Et bon, j'ai failli oublier le 3e mob qui apparaît naturellement dans le village. C'est également un mob assez rare et surtout difficile à tuer. Un chat! Vite, faut que je le fume. Mais il cavale trop vite! Mais j'en viens à bout rapidement. Après avoir récupéré un stack et demi de pain, je me déplace jusqu'à une grotte de spéléothème. Car même si j'ai un bon équipement, il existe 2 créatures exclusives aux grottes. Je me rends aussi compte que j'ai oublié depuis le début de tuer une araignée, le choc. Mais je réussis juste après à tomber sur le premier mob que je recherchais, la chauve-souris. Et même si elle n'a pas beaucoup de vie, elle est vraiment toute petite, ce qui la rend très difficile à toucher. Avec le rework des chauves-souris, c'est plus facile que ça en vrai de les attaquer. Après, heureusement qu'ils l'ont fait, les anciennes elles étaient quand même sacrément moches. Maintenant, pour réussir à tuer le 2e mob des grottes, il faut trouver une mine abandonnée, une structure uniquement trouvable sous terre et contenant un spawner assez particulier. Mais avant, je fais une découverte surprenante. J'ai un peu peur de perdre mon temps en allant dans la... Oh, Deep Dark, très intéressant ça. Ça, c'est le biome idéal pour faire apparaître l'un des 4 boss que l'on va devoir tuer dans cette vidéo. Mais mon équipement n'est pas encore assez puissant pour l'affronter. Et par chance, juste à côté de ce biome se cache le mineshaft. En y pénétrant, je tombe directement sur ce qui m'intéresse, un spawner à araignées venimeuses. C'est une espèce d'araignée qui apparaît exclusivement dans ces mines. Le fait qu'elle donne poison couplé aux toiles alentours la rend plutôt difficile à tuer. Donc je cavale comme un Congolais pour sortir et apercevoir un grand noir bien maffé. Mais en voulant le tuer avec un seau de lave...
il se taille. Mais comme pour me réconforter, je tombe sur mon tout premier diamant et un autre Enderman que cette fois-ci je décide d'affronter comme un bonhomme. Jour 3, je vais pour remonter la grotte quand il se passe ça. En tuant un creeper, je fais sortir par hasard des silverfish. Il y a des silverfish, mais d'où ils sortent? Ok, c'est pas mal pour mon objectif, mais d'où ils sortent? Ok, un zombie villageois, mais quoi? Mais c'est quoi cette luck? Les gars, mais j'ai une chance de fou. On dirait que c'est vraiment fait exprès. Je sais toujours pas comment ça a pu arriver. Je tue en moins de 30 secondes 2 créatures vraiment rares dans ce contexte. Bref, je finis enfin par ressortir de la grotte et je me dirige vers le lac de lave trouvé juste avant. Je réalise ainsi mon portail à l'aide de la technique du seau d'eau. Ah ouais, je sais, il y a un moment où j'étais speedrunner Minecraft. Voilà, c'est un petit flex. C'est bien beau d'avoir construit un portail, mais vous allez probablement me dire... Là, Exra, t'as même pas tué un quart des mobs de l'Overworld. Pourquoi tu vas aller dans le Nether? Eh bien, en récoltant de quoi faire des yeux de l'end dans le Nether, j'aurai accès, après avoir tué le dragon de l'end, à un item ultra abusé qui permet de trouver les biomes des différentes créatures bien plus rapidement. Et pendant que je vous parle, je viens d'avoir l'idée du siècle. Je viens d'y penser, mais avec les citrouilles on peut summon un golem de neige. Si vous avez fait attention, j'ai parlé plusieurs fois de ces citrouilles. Sauf que pour invoquer un golem de neige, il faut une citrouille taillée ainsi que 2 blocs de neige. Je vais donc récupérer 2 de fer dans un coffre de portail en ruine et me fabriquer des cisailles. Et en utilisant ces mêmes cisailles sur une citrouille, j'obtiens la fameuse citrouille taillée. Je retourne à mon lac de lave car se trouve, je vous le rappelle, une montagne enneigée où j'y récolte la neige nécessaire pour le golem. On dépose les 2 blocs, tête de citrouille et le tour est joué. C'est ciao mon pote. Le jour 4 débute ainsi au retour au camp provisoire, ce qui signifie qu'on se rend en un peu plus d'1 heure dans le Nether. J'apparais dans une forêt carmin, l'un des 5 biomes que je vais devoir trouver puisque tous les biomes disposent de créatures uniques. À part la vallée des âmes, ce biome est éclaté. Ce ne sont pas les seuls endroits où l'on peut trouver des mobs uniques. Vous allez voir un petit peu plus tard. Mais en attendant, je tombe face à un Hoglin, l'un des 3 mobs à tuer dans la forêt carmin. Qui dit Nether dit aussi danger, et n'importe quel mob est susceptible de me tuer et ainsi de mettre fin au défi. Bon, grâce à la lave, les piglins restent simples à tuer. Et les pigmen aussi, non? On va l'affaiblir un peu à bord. Wesh. Ah! Oh le move de fou. Mais appelez-moi le GOAT français là. Ouais, heureusement que j'ai réussi à sauter, sinon je serais probablement mort. Mais aussi, comment ça se fait que les pigmen résistent à la lave? T'inquiète pas que je me suis bien vengé. Il reste tout de même un 3e mob qui apparaît uniquement sur la lave et qui est inoffensif, l'arpenteur. Je vais donc récupérer des blocs et me faire un pont pour le dégommer. De plus, si je semble errer depuis tout à l'heure, c'est bien pour trouver les 2 structures essentielles du Nether, le bastion et la forteresse. Et pendant que je prenais en photo un basalte, putain, faudrait qu'on tombe sur un... Oh non! Let's go! Let's go! Let's go! Si je suis si heureux, c'est qu'au jour 5, je viens de voir dans le brouillard un bastion. La première structure que je recherchais. D'habitude, les speedrunners utilisent les bastions pour récupérer tout l'or nécessaire afin d'obtenir les Enderpearls, l'une des 2 composantes des yeux de l'end. Sauf que dans la version où je me trouve, les bastions sont pour plein de raisons bien plus mauvais. Surtout qu'ils sont extrêmement dangereux si on ne sait pas les appréhender. Je vais donc faire un pilier pour y pénétrer par le haut. Mais tu viens de nous dire que c'est dangereux. Sauf qu'il y a un mob unique au bastion, le piglin brut. C'est un mini-boss avec 20 cœurs et une hache en or pouvant détruire ton bouclier. Je décide d'en tuer un facilement grâce à l'avantage de la hauteur. Cependant, il y a une raison pour laquelle les bastions sont aussi bien gardés. Leur coffre. Ils détiennent en effet de nombreuses ressources. Armes, nourriture, matériaux précieux, etc. Et pendant que j'échange avec les piglins, un ghast commence à me tirer dessus. Et bon, je le two-shot avec mon arbalète et je retourne aller chercher de l'équipement dans les coffres. Après pas mal de farm, je pars pour me rendre dans le biome découvert juste avant le bastion, le delta de basalte. C'est considéré par la plupart des joueurs comme le pire biome du jeu, à cause de la difficulté des déplacements et la lave omniprésente. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les magma cubes, des alter ego au slime de l'overworld uniquement présents dans ce biome. Magma cube! Non, il est tombé!
Non! Mec, mais c'est exceptionnel, ma théorie est confirmée. Forteresse, sans connaissance, into magma cube. Je viens donc de tuer un magma cube. Mais ce qui est incroyable, c'est que je suis tombé par pur hasard sur une forteresse du Nether. La seule structure manquante parmi les deux. Je décide de faire un tour et ainsi d'arriver par chance devant le spawner au blaze. C'est l'un des deux mobs exclusifs à la forteresse du Nether. Seul problème, je n'ai pas réussi à obtenir de fire resistance, ce qui va rendre le combat bien plus complexe. J'ai tué un blaze, -2. Ok, il va me tirer des boules de feu. Ok, -3. Après avoir tué tous ces blazes, j'ai obtenu tout de même 8 blaze rods, qui sont l'un des deux ingrédients essentiels aux yeux de l'end. Cependant, il reste un second mob que je dois tuer dans cette forteresse. Et il s'agit du Wither Squelette. Je viens de le tuer, mais ne l'oubliez surtout pas, car ça va devenir dans une trentaine de jours mon pire cauchemar. Bref, jour 6, je pars à la recherche du deuxième ingrédient des yeux de l'end, les perles de l'Ender. Le meilleur moyen de les obtenir, c'est en tuant des Enderman de la forêt biscornue, le dernier biome qu'on n'a pas encore trouvé. À moins que... Let's go! Je suis allé dans tous les biomes du Nether, et bon là c'est pas pour rigoler, on va devoir massacrer l'Enderman. Une fois tous les ingrédients réunis pour les yeux de l'end, je vais utiliser une technique complexe que je vais pas trop détailler à base de triangulation pour me rapprocher au plus possible du stronghold. Je crée donc aux bonnes coordonnées mon portail. J'ai envie de me tirer une balle dans le crâne. Je rigole, j'ai une obsidienne en plus. Retour au 8e jour dans l'Overworld. Je suis directement récompensé puisque j'aperçois un loup. Et une fois adopté, je le tue avec plaisir. Après tout, un bon steak de chien, ça fait pas de mal. Malheureusement, retour de karma, je suis pas du tout aux bonnes coordonnées pour le stronghold. Après quelques centaines de blocs de marche et aussi de bateaux, je me rends compte que mon stronghold se trouve à proximité d'un temple sous-marin. Or, en voulant descendre, j'obtiens à cause de l'Elder Guardian, Mining Fatigue. Ce qui m'empêche de casser n'importe quel bloc pendant 5 minutes et aucune vache aux alentours, donc impossible d'enlever l'effet. J'y retourne au jour 9, fin préparée, et en m'enfonçant au plus profond d'une grotte sous-marine... Oh, il est là! Oh oui! Nickel! Je pénètre ainsi dans l'antre du stronghold, et après plusieurs minutes interminables de labyrinthe, je tombe sur une bibliothèque essentielle car elle va me permettre d'obtenir de bons livres et bons enchantements. Je me tape ensuite littéralement toutes les salles du stronghold avant de tomber sur la salle du portail. Jour 10, une fois les yeux déposés, le portail s'active. Je n'ai qu'un seul essai pour tenter de battre l'Ender Dragon. Je casse toute la pierre de l'end et je me munis de mon arbalète pour tirer sur les tours ennemies. Et une fois les premiers cristaux éliminés, je termine à distance les derniers. Maintenant, l'Ender Dragon n'a plus aucun moyen de régénérer sa vie. Il est temps de l'attaquer au front. Et après lui avoir enlevé près de la moitié de sa vie, puis dans un troisième assaut à moins de 1/10 de sa vie, il est temps d'en finir. Let's go! Ok, donc là, faut pas qu'on passe par le portail. Et après avoir récolté toute son expérience, pas le temps de niaiser. Si je ne retourne pas dans l'Overworld dès maintenant, c'est que j'ai un plan bien précis en tête. En passant dans ce portail, je vais atterrir sur les îles extérieures de l'End. Et ce que je viens d'apercevoir, c'est une End City. C'est ces cités qui vont nous permettre d'acquérir de choses essentielles pour les futurs combats contre les autres mobs de Minecraft. Je me déplace d'île en île grâce aux perles, et une fois au pied de la cité, je vais tuer un shulker, puis devoir gravir les étages jusqu'à arriver à la première chose essentielle, l'équipement complètement abusé contenu dans les coffres. Et même si celui-là n'est pas fou, il y en a plein contenant de l'équipement en diamant enchanté. Ouais, Mojang ont clairement abusé sur le loot. Je vais donc rechercher le maximum de cités de l'End pour obtenir le plus d'équipements possible, mais également trouver une End City contenant comme celle-ci un bateau de l'End, qui possède la deuxième chose essentielle, des Elytras. C'est le meilleur moyen de transport de Minecraft, qui permet de se déplacer super rapidement en utilisant des feux d'artifice. J'en profite pour me faire une shulker box qui est juste un coffre portable. Me voilà donc parti pour loot toutes les End City possibles avec le maximum d'équipements sans me faire tuer. Une fois tous les items récupérés, je décide de retourner au niveau d'une passerelle de l'End. Mais avant ça, je tue des Enderman pour obtenir une vingtaine de perles. En effet, il y a une chance sur 20 que lorsqu'on lance une perle, une Endermite apparaisse. Sauf que les Enderman détestent les Endermites. Il y avait une Endermite qui avait spawn
Enderman, ils l'ont attaqué. Non. Avec l'Endstone récolté, je construis une plateforme pour que les Enderman n'attaquent plus l'Undermite. Une fois celle-ci tuée, je prends le portail du retour, m'amenant à nouveau au jour 14 dans l'Overworld. Maintenant que j'ai mon équipement en diamant et une table d'enchantement, je peux mettre en place avec tous les livres que j'ai farmés un petit setup enchantement. Grâce au niveau donné par l'Under Dragon et les pièces de stuff de l'End City, j'obtiens une armure très solide au jour 16. Et pile quand la nuit vient de tomber, j'entends un son étrange, des fantômes. Un mob qui n'apparaît qu'au moment où tu n'as pas dormi depuis 3 jours. Même si ça fait un mob de plus de tuer, sa plus grande utilité c'est les membranes qui drop. Elles permettent de réparer les élytras. Mais bon, au dodo. Première nuit de sommeil au bout de 16 jours. Bon là ce qu'il nous faut c'est un petit villageois. Et si je veux forcer ce villageois à devenir un bibliothécaire, c'est car il y a une petite chance d'obtenir Looting 3. Un enchantement complètement abusé pour trouver l'un des futurs boss à tuer. Mais pour y arriver je dois me fabriquer une fletching table et casser du bois pour obtenir des émeraudes contre des bâtons. Et oui, l'échange du livre est quand même coûteux en émeraudes. Et après des minutes entières... Oh, looting 2, 33. Bon, on va pas se le cacher, c'est pas des tarifs très intéressants, mais j'ai pas trop le choix. Donc j'y retourne avec mes 33 émeraudes et... j'ai pris trop de temps. C'est donc reparti pour farmer. Et voilà que je tombe sur un looting 3 encore moins cher. Je l'achète directement et je pars farmer des creepers pour me faire des feux d'artifice. Il me reste encore plein de mobs passifs que je n'ai pas tués. Et le fait de me déplacer en Elytra va me permettre de tomber plus rapidement sur leur biome spécifique. Ok, le premier que j'aperçois c'est une taïga. Un biome disposant d'un seul mob exclusif, le renard. Sa particularité, il peut voler les items dans notre main. Autant vous dire que j'ai pas trop envie qu'on me prenne mes outils en diamant enchanté. Ok, viens ici mon ref. Putain mais il court trop vite. Ah, let's go. Et je tombe par hasard sur un lapin. Je savais même pas que ça apparaissait dans ce biome. Après avoir pas mal galéré, je le tue. Et bon, on en est au jour 19, à la moitié des mobs passifs tués. C'est vraiment pas dégueu. Mais bon, plus on va avancer dans la vidéo, plus ils vont être difficiles à trouver. Mais pendant que je vous parlais, je viens de tomber sur une plage où il y a absolument rien. À moins que... Oh, tortue. Oh mais elles sont pleines. Il faudra t'y pose. Après l'avoir tué, ça nous fait déjà 2 biomes de compléter sur 8. Et ça a aucun sens. Il y a un biome glacé juste à côté de la plage, disposant de 2 mobs uniques, dont le premier est un ours polaire. Ah, mon ami. Comment que ça va? Après l'avoir tué, je me rends sur une rivière gelée alors que la nuit tombe. Puisque le second mob que je dois tuer, c'est un vagabond. Mais je me rends compte qu'ils apparaissent que dans ce biome uniquement en version bedrock. Je me rabats alors sur une plaine enneigée pour le tuer. Et juste en m'envolant, je tombe sur un avant-poste. Dans cette structure, on peut trouver emprisonnés des petits Alei. Au passage, je tue accessoirement un pillard, puis le fameux Alei. Et vous verrez un petit peu plus tard quelle sera l'utilité principale de ces avant-postes. Bref, je tombe au jour 19 sur un biome marais, qui ne dispose pas de mobs exclusifs, mais cependant en rang 4 bien plus fréquent. Non, je le trouve directement. Les gars, je vous jure, c'est pas scripté. Cette structure, c'est une cabane des marais, contenant à l'intérieur une sorcière que j'oblitère sans aucun regret. Je pars ensuite à la recherche du second mob qui n'est autre que la grenouille. Et vous connaissez la routine. Maintenant, je dois attendre la pleine lune, puisque c'est uniquement à ce moment-là qu'un slime peut apparaître. Et c'est le 3e mob sur notre liste. Oh oui. Ok, j'ai tué un slime, il faut des slime balls. Et si je tiens autant au fait d'obtenir des slime balls, c'est car le dernier mob est un tétard. Oui, le petit qui naît uniquement après avoir nourri 2 grenouilles avec des slime balls. Elles vont ainsi pondre des œufs de tétard et maintenant je vais devoir les protéger le temps qu'ils éclosent. Après 5 minutes d'attente, je peux finalement les tuer, complétant ainsi l'objectif du marais et tous les biomes de température froide. Jour 20, je réussis à trouver une jungle qui va me permettre de débloquer 3 nouveaux mobs. Oh, perroquet, je le vois. Coucou. C'est ciao. Bon, c'est logique que ça soit le premier à être trouvé vu que c'est littéralement le plus facile. Le deuxième n'est pas bien plus compliqué. C'est un Oslo, l'ancêtre du chat, que je tue sans difficulté. Mais le troisième, est-ce que j'ai même envie d'en parler? Car le panda nécessite de trouver une jungle de bambou et non pas une simple jungle. Et celle-ci est bien plus rare. Je mets donc en pause la recherche du panda car j'aperçois au loin des biomes intéressants. Pas juste une savane, hein, mais aussi un biome désert et un mesa. On commence ainsi par la savane où l'on peut trouver
des lamas dans un sous-biome bien spécifique, les plateaux de savane. Voilà, savane à plateau, let's go. Et donc c'est ici qu'on va trouver les lamas. Ok, il y en a un ici, parfait. Ça m'a fait gaspiller beaucoup de fireworks, mais nickel. Bon, c'est le seul animal unique de la savane, en tout cas pour l'instant. Vous verrez pourquoi je dis ça un petit peu plus tard. Mais là, on se dirige dans le désert, et je profite de la nuit pour trouver l'un des deux mobs uniques au désert, le zombie momifié. Et une fois tué, j'aperçois un village du désert qui contient le second mob que je recherche. C'est évidemment le chameau. Sauf qu'en voulant le rejoindre... Wow! Heureusement que j'ai eu le réflexe de mettre pause. Putain, c'était quoi ce piège de sable de fou? Bon, plus de peur que de mal, même si j'ai failli mourir et tout perdre quand même. Je retourne sur les lieux pour aller terminer le chameau et ainsi compléter près de 3/4 des mobs des différents biomes. Une fois sorti du désert, j'aperçois au loin une forêt de bambous. Et après une bonne blague douteuse... Par contre, c'est moi où il y a beaucoup de bambous là. Ouais, c'est vraiment claqué, j'ai honte. Je tombe face à face avec un panda, ce qui me permet en le tuant de compléter tous les mobs de la jungle. Et juste à côté, je tombe sur un océan tiède profond où on y trouve tout d'abord des poissons tropicaux, assez fréquents que je tue facilement. Mais il y a aussi des poissons globes, très rares dans ce biome et quasi invisibles à l'œil nu au vu de leur petite taille. Après pas mal de recherches, je finis par le trouver et terminer la ligne des poissons. On a finalement réussi à trouver toutes les créatures relativement faciles, mais il reste encore, de loin, les plus difficiles. Le premier mob sur la liste se trouve dans les Lush Caves. Et d'après le wiki, je me rends rapidement compte que ce biome est quasi tout le temps présent dans les jungles de bambou. Après m'y être rendu, je creuse sous mes pieds jusqu'à ce que... Oh non, jure. Oh oh la chance. Et ouais, en tombant, j'atterris pile dans la source d'eau d'une Lush Cave où nagent des axolotls. Une fois l'un d'entre eux tué, je me dirige dans le prolongement de la Lush Cave, puisque dans ce genre d'eau stagnante, des Lush Caves peuvent également apparaître des poulpes luisants. Et dès que je le croise, je pars le tuer, ce qui fait qu'il ne me reste plus que 4 mobs passifs et un mob neutre. De retour à la surface, je pars dans une savane à la recherche d'un âne, que je conduis jusqu'à un cheval pour qu'il se reproduise, car leur union fera naître une mule. Un mob impossible à obtenir naturellement en survie. Sauf que c'est la douche froide. En les nourrissant, ils ne se reproduisent pas. Je pense alors que c'est purement aléatoire. Sauf qu'en les nourrissant plusieurs fois avec des carottes en or et des pommes d'or, rien ne se passe. Je pars alors farm dans les grottes de l'or, puis avec toutes les carottes en ma disposition, je les nourris. Mais encore et toujours rien. Puis tout d'un coup, j'ai un éclair de génie. Ce problème n'était dû que parce qu'il fallait apprivoiser les deux mobs pour les faire reproduire. Une fois devenu adulte, je peux enfin, après 2 jours de souffrance, tuer cette mule. Je me fabrique ensuite un brush, puisqu'on est parti pour aller faire de l'archéologie. Pour ce faire, je trouve un océan chaud, car c'est dans ces biomes qu'apparaissent rarement des ruines sous-marines gardées par des noyés, et l'on trouve 1 à 4 sables suspicieux que l'on peut nettoyer par ruine. Bon, là j'ai obtenu un fragment de poterie, mais il y a 6,7% de chance que j'obtienne un œuf de sniffer, qui est l'un des 4 mobs passifs restants à tuer. Et puis, après beaucoup de ruines... Ok, juste ici... Oh non, OMG, il est là, oui, l'œuf de sniffer, let's go. Je repars sur la terre ferme pour aller faire éclore l'œuf de sniffer. 20 minutes. Il prend son time le sniffer, mais grâce au bloc de mousse que j'ai placé juste en dessous de lui, ça ne met que 10 minutes. Et c'est sur un beau coucher de soleil que le sniffer finit par éclore. C'était long, mais il nous reste plus que 3 mobs passifs à tuer. Je pars donc en Elytra pour tenter de trouver une île mushroom. C'est clairement le biome le plus rare du jeu, et c'est le seul endroit où apparaissent les champimeux. Sauf qu'au bout du 29e jour, je me retrouve déjà à court de feux d'artifice, et mes Elytras sont sur le point de casser, ce qui m'empêche de continuer les recherches. Et alors que la nuit tombe sur la plaine... Oh non, ils sont super rares à spawn. C'est complètement fou. Je viens de croiser à seulement 29 jours un Wandering Trader avec ses lamas. Je m'empresse ainsi de les tuer puisque c'est sans rentrer dans les détails l'un des mobs les plus rares du jeu. J'ai donc complété la liste entière des créatures neutres. Et après un petit restock de feux d'artifice, je suis reparti pour aller chercher cette île. Et après plusieurs journées de recherche... OMG. Non. What? J'ai été archi chanceux de tomber sur une île aussi grande. Et une fois atterri, je recherche
une champimeux, le seul mob passif apparaissant sur ces îles. Une fois tué, il ne me reste plus qu'un seul mob passif à éliminer. De retour dans une plaine, je dois attendre qu'il y ait un orage. Pendant ce temps, je décide grâce à un villageois de mettre l'enchantement raccommodage sur toutes mes pièces d'équipement. Et alors, au jour 35, il se met à pleuvoir et il y a des éclairs. Si je veux absolument qu'il y ait un orage, c'est car le cheval squelette apparaît uniquement lorsqu'il y a un éclair. Et c'est très rare, 2 à 6% par éclair en mode difficile. J'essaie donc tout d'abord de faire provoquer la foudre sur un paratonnerre à proximité d'un groupe de chevaux. Mais bon, au lieu de marcher, ça a tué mon cheval. Et malgré d'autres essais, ça semble impossible. Et après plusieurs minutes de recherche des éclairs... Quoi, il pleut plus? Putain. Non. Je vais devoir attendre qu'il repleuve là. J'ai vraiment envie de me tirer une balle dans le crâne. Dites-vous que la dernière fois qu'il s'était mis à pleuvoir, ça remontait au jour 20. Et malgré toutes mes recherches, l'apparition d'un cheval squelette relève uniquement de la chance. Jour 37, il se met à pleuvoir. Je pense que c'est enfin ma chance. Sauf que la technique de poser de la laine ne marche pas. Dites-vous que j'y crois tellement plus que je teste si dans un monde solo en créatif, ils apparaissent via les éclairs. Et toujours rien. Désespéré, je retourne dans mon monde. Et au jour 38... Wesh! Non! OMG, il a vraiment spawn. Bon, je le tue et son piège ne se déclenche pas. C'est archi suspect, mais cela fait qu'on a éliminé toutes les créatures passives et neutres du jeu. Ou presque. C'est désormais le moment de s'attaquer aux mobs les plus difficiles de la catégorie hostile. Et pour commencer, je dois trouver un océan. Dans cet océan se trouve un temple sous-marin. Si, le même qui nous a empêché de nous rendre 2 fois au Stronghold. Et pour éviter de commettre la même erreur, je prends un peu de lait. Muni de mon casque respiration 3, je plonge pour aller voir le premier mob du temple, le gardien. Pour le battre, il suffit de lui taper son œil avant que le laser ne se déclenche. Et après plusieurs dégâts à cause des autres gardiens, je lui assène le coup final avant de reprendre mon souffle. La prochaine étape, c'est de tuer l'Elder Guardian. Il y en a un présent dans chaque compartiment principal du temple. Et le plus facilement accessible, c'est celui se situant en haut du temple. Muni de ma porte, je creuse sous mes pieds et j'arrive nez à nez face au boss. Let's go! Let's go! Voilà, W! J'ai donc réussi à vaincre l'un des 4 boss de Minecraft et tuer 2 nouveaux mobs sur la liste, et sans aucun saut de lait. Le prochain objectif n'est pas un boss, il va nous permettre de tuer 4 mobs différents d'un seul coup. Et pour ça, direction l'avant-poste des pillards. Dès mon arrivée, je tombe sur un pillard avec une bannière, et une fois que je le tue, j'obtiens bas domaine. Cet effet fait que lorsque je vais me rendre dans un village, un raid va être déclenché, et pendant ce temps, je viens d'obtenir bas domaine 3. Mon objectif va être d'avoir un niveau de raid suffisant pour faire apparaître tous les types de pillards possibles sans galérer à trouver un manoir. Ok, je le tue et j'ai bas domaine de niveau 4. Vu qu'un raid est difficile, j'en ai profité pour farm suffisamment de flèches. Et je viens d'apercevoir le dernier pillard à bannière, ce qui me permet d'obtenir bas domaine 5, qui est le niveau de raid parfait. Je pars donc dans un village et que le combat commence.
Let's go! Let's go! On est là! Avec ce raid de niveau 5, je viens de tuer 4 nouveaux mobs hostiles. Le Vindicateur, le Ravageur, l'Évoqueur et les Vex. Tout ça en un seul combat extrêmement intense. Il me reste ainsi plus que 2 boss. Encore plus difficiles. Mais avant ça, au moment où je parle, Mojang vient de sortir la 1.21. Et elle rajoute 3 nouveaux mobs. Je vais donc commencer par le tout dernier mob passif introduit au jeu. Celui-ci se trouve dans le biome savane. Et après très peu de recherche, on tombe directement sur le fameux tatou. Je le tue sans pitié et je pars directement en grotte. En effet, je dois réussir à trouver la toute nouvelle structure, la chambre des épreuves. Une salle remplie de spawners et surtout de bon équipement. Et après des jours entiers à miner... C'est Triad Chambers ça. Ok, c'est bien ça. Ainsi, une fois trouvé, je m'y infiltre discrètement. Je dois ainsi tomber sur les 2 spawners spécifiques faisant apparaître le brise et l'embourbé, qui sont les 2 nouveaux mobs de Minecraft 1.20. Et bon, je les trouve très rapidement à ma grande surprise. Ok, ça c'est le brise. What? Ah ouais, il est vraiment fort. Qu'est-ce que c'est que ces mobs? Je ne m'étais rien spoil de la 1.20, donc je trouve les embourbés que je tue, ainsi que le brise, qui n'était pas vraiment un mini-boss facile. Mais j'arrive tout de même à en venir à bout. Une fois ressorti, je peux désormais aller chercher un lac de lave. Je moule tranquillement le portail et je pars donc dans le Nether, car l'avant-dernier boss à affronter, c'est bien le Wither. Et mon portail va me téléporter directement dans une forteresse. C'est complètement incroyable. C'est dans ces forteresses que l'on peut trouver des Wither squelettes. Et il y a 2,5% de chance qu'en les tuant j'obtienne l'une des 3 têtes du Wither nécessaires pour l'invoquer. Et si vous vous en souvenez, bien plus tôt dans l'aventure, j'ai farmé pour obtenir une épée looting 3. Pour faire simple, ça double mes chances d'obtenir une tête de Wither en tuant ce Wither squelette. Et bon, à partir du jour 44... je vais souffrir. À vrai dire, ce que je faisais en boucle, c'est 1. Me balader dans la forteresse. 2. Trouver un Wither squelette et le tuer. 3. Prendre mes élytras et recharger la zone. Bon, là, j'avoue que je suis tombé dans la lave. D'ailleurs, cette erreur m'a coûté un totem, mais on est reparti pour farm. À un moment, j'ai voulu faire une grande plateforme pour faire spawn plus rapidement les Wither squelettes dans la forteresse. Résultat, ça a pas trop marché. Mais après 3 jours de tryhard... Oh oui! Oh, la première tête! Obtenir cette première tête m'a redonné pas mal d'énergie. Et après quelques minutes, je décide de changer de forteresse. En effet, les Wither squelettes n'apparaissent que sur les ponts des forteresses. Mais pendant que je suis sur le trajet, en passant dans un biome Crimson, je repense à un mob que j'ai oublié de tuer depuis le début, le Zoglin. Pour l'obtenir, je dois transporter un Hoglin dans l'Overworld. Et ça ne marche pas. Même en préchargeant la zone, ça ne fonctionne toujours pas. Je me suis donc fabriqué une laisse pour l'attirer dans le portail. Et bingo, cette fois-ci, il le traverse. Une fois devenu un Zoglin, je le tue et j'arrive finalement dans ma nouvelle forteresse. Celle-ci dispose bien d'un plus grand nombre de ponts. C'est parfait. Je réussis à obtenir la seconde tête, puis la 3e tête, après le même jour. Je récupère donc un peu de Soul Sand avant de repartir au niveau de mon portail du Nether. Je me rends dans une petite plaine et il est finalement temps d'invoquer le Wither. Ok. Là, il est passé en mode corps à corps. Ok, je joue beau jeu, je joue beau jeu. Let's go! J'ai joué beau jeu, ok. C'était tendu, mais je viens d'éliminer un boss de plus. Sur mon tableau de chasse, il ne reste plus qu'un seul mob. Un dernier boss qui reste en travers de mon chemin. Et après un peu de préparation à travers des enchantements et du minage, il est temps de se rendre sur les lieux du combat. Après m'être enfoncé progressivement dans de sombres grottes, nous voilà face au biome Deep Dark. Et après avoir provoqué suffisamment de bruit face au Shulk Shrieker, il est temps d'affronter le Warden.
C'est fini. J'ai tué tous les mobs, passifs, neutres, hostiles. Et ce, en moins de 60 jours. Si ce style de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Xra, ciao.